bonsoir à tous. À la une de ce journal, la colère des Camerounais après la rareté des billets du match Cameroun-République démocratique du Congo. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui éprouvent des difficultés à avoir accès aux tickets qui mènent au stade Japoma pour le match prévu samedi autour de 20h. Face aux soupçons de détournement des billets vers des circuits illicites, le directeur du tournoi du CHAN 2021 s'explique au cœur de ce journal. Et comment les différents ressortissants de la République démocratique du Congo préparent cette rencontre, se préparent à soutenir leurs joueurs durant ce match décisif, match des quarts de finale entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Vous suivrez l'ambiance qui prévaut au centre des supporters congolais dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la manipulation des produits issus des hydrocarbures, le siphonnage des bouteilles de gaz prospère au Cameroun. Un gang a été démantelé par les fins lignées de la gendarmerie. Enquête à suivre dans le journal de 20h. Merci de suivre. Dans la ville de Tian, des commerçants ont pris d'assaut les principales artères pour manifester leur mécontentement contre les réajustements des loyers des boutiques et d'autres mesures qui plombent leur activité. Le récit des faits avec le Claire Tsakem. Dizaines de commerçants, couturiers, occupant des stands au marché A de la ville de Tian qui ont envahi depuis 2 jours les rues de cette cité pour dénoncer les actes de leur commune d'attachement. Parmi ces entrefaits, la confiscation, clament-il, de leur contrat de bail, la hausse des frais de location par l'exécutif municipal. Nous sommes dehors depuis hier, pas de notre volonté. Nous sommes des commerçants, des petits commerçants. Dire même commerçants, c'est abusé, puisque c'est des débrouillards en fait, des sauveteurs. Toutes nos petites économies qui sont déjà fragilisées avec le Covid-19 que nous avons respecté pendant peut-être 4 mois sans ouvrir nos ports. Mais curieusement, après l'élection du maire, il est venu par une manière très sage récupérer tous nos contrats qui nous lient des stands communaux à la mairie. Quand il a réussi à récupérer tous nos contrats avec lui, il nous brandit maintenant les nouveaux contrats stipulant que nous allons payer triple, voire même quintuple les prix des stands. Des commerces et ateliers sont restés fermés dans cet espace marchand qui mobilise plus de 400 personnes. L'esplanade de la commune de Tian est prise d'assaut. Assis à mène le sol, debout, ces locataires ont tenu à rencontrer le patron de l'exécutif municipal pour tirer au clair l'affaire. Même l'intervention de la police ne changera rien à leur détermination. Nous voulons voir nos travailleurs. Nous voulons voir nos travailleurs. Quoi? Ils nous donnent la location, ils vont se cacher. On veut le remplir. Nous voulons nos bails. On veut voir le père. Oui. Le père, on nous libère. Les échanges sont houleux entre le maire et ses commerçants. Dès lors qu'il y a plusieurs sons de cloche, parce que j'écoute depuis, et j'ai même des messages dans mon téléphone, pour que vous le sachiez depuis ce matin. J'étais à l'université, mais j'avais les messages, je lisais de temps en temps. Il y a au moins 4 fractions ici. Je dis au moins 4. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Là, ce qui s'est passé, les collaborateurs du maire, de monsieur le maire de l'époque, l'ont induit en erreur. En quoi faisant? Ils sont allés au quartier chercher des acquéreurs qu'on ne connaissait pas pour venir occuper les stands. Au bout de 6 mois, ils ont abandonné ces stands. C'est eux qui ont revendu les stands aux autres personnes. Nous qui sommes propriétaires dans le marché, nous savons ce qui se passe dans ce marché. C'est nous qui vendons des stands, des stands. L'on finira par comprendre que le principal nœud de l'affaire n'est rien d'autre qu'un problème de sous-location auquel le nouvel exécutif voudrait mettre un terme et ainsi renouveler les contrats de bail arrivés à inspiration pour la plupart. Nous nous sommes rendus compte que pendant que l'exécutif entre en contrat avec des commerçants, il y a des commerçants qui entrent en contrat avec d'autres opérateurs, donc qui font ce qu'on appelle en droit la sous-location.
qui n'est pas autorisé dans les conventions que nous avons avec nos preneurs, si on peut dire ici, en notre qualité de bailleur. Mais il y a des commerçants qui disent qu'ils sont propriétaires des boutiques. Ce qui nous surprend. Toutes ces boutiques appartiennent bien à la mairie. Alors d'où vient-il que quelqu'un qui loue chez vous, qui vous paye 3 400, d'autres qui vous payent 2 000, va faire une sous-location à 20 000, d'autres font à 40 000. C'est l'intervention du sous-préfet Zuléric Ekoumer qui permettra de calmer le jeu. Une réunion tripartite entre l'administration, l'exécutif communal et les commerçants est programmée pour lundi prochain. Restons à Tchang où de nombreuses familles ont fait le déplacement pour essayer d'identifier le corps des victimes de ce grave accident mortel survenu très tôt mercredi autour de 4h30 sur la falaise de Tchang. 53 personnes décédées de suite d'un grave accident suivi d'un incendie violent à la suite d'une collision entre un bus gros porteur de l'agence Menois Voyage et une camionnette transportant de l'essence. Le président de la République du Cameroun a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Dans un télégramme officiel rendu public hier soir, Paul Biya demande au gouverneur de l'Ouest de prendre toutes les mesures appropriées pour secourir et assister les victimes et les blessés. Le président du Tchad a lui aussi tenu à exprimer sa compassion et sa solidarité à l'endroit du peuple camerounais. Il a adressé ses condoléances au chef de l'État, son homologue Paul Biya. Alors que le gouvernement estime que ce grave accident mortel met en exergue la problématique des voyages de nuit, d'aucuns y voient le fait que le gouvernement évite les vraies causes de cet accident survenu très tôt mercredi matin entre les origines de ce camion transportant de l'essence et étant convoyé par des hommes en tenue, selon les premières informations. Le manque d'éclairage, la falaise de Tchang est réputée zone accidentogène et l'incivisme des transporteurs. Que fait le gouvernement pour limiter les accidents sur les routes? L'option d'encadrement des voyages de nuit est-elle celle qu'il faut privilégier? Je vous invite à suivre l'éditorial signé Jean-Paul Chouniat. Nous y reviendrons. Parlons à présent dans ce journal du siphonnage des bouteilles de gaz. La manipulation des produits issus des hydrocarbures se multiplie dans des circuits illicites. Les fins limées de la gendarmerie ont pu démanteler un réseau de faussaires. Quel était leur mode opératoire? Malgré les dangers auxquels ils s'exposaient, comment réussissait-il à siphonner ce gaz domestique? Élément de réponse avec Joël Niem et Julienne Berthe-Bissaille. 2 machines pour extraire du gaz dans les citernes et une balance pour peser après le chargement. C'est le matériel retrouvé entre les mains de ce groupe de jeunes spécialisés dans le siphonnage des bouteilles de gaz. L'activité jugée dangereuse par les experts a été découverte par les éléments de la brigade motorisée de Boumniébel qui reviennent sur les circonstances. Ils ont chargé à Douala à 8h30, le 21. Ils ont marqué un temps d'arrêt à Pouma. Le temps pour eux de prendre un certain nombre de dispositions avec leurs complices. Ils arrivent donc au parking de Boumniébel à minuit 5. Le temps de s'installer et d'approcher le matériel, tous les objets que vous voyez là, pour engager le processus. Nous avons pris la peine de les observer et c'est quelques minutes après que nous sommes tombés à l'assaut. Cette activité, qui prospère dans nos villes, ne va pas sans conséquence sur le volume du liquide contenu dans les bouteilles de gaz. Quand ils siphonnent, ils ont une balance mécanique, manuelle, qui n'est forcément pas une balance homologuée par la SCDP, qui a une balance qui prend un certain nombre de dispositions. C'est-à-dire quand on parle de 12 kg, on est sûr qu'on a 12 kg. Mais ici, vous voyez dans nos villes aujourd'hui, dans notre pays, les gens ne cessent de se plaindre du gaz qui ne met pas l'eau. Autre conséquence, et pas des moindres, c'est les risques de graves incendies comme celui d'un Sam Foulane, survenu le 14 février 1998, qui avait fait près de 200 morts selon des chiffres officiels.
l'expert Camgaz qui était là, parce que c'est le marketeur qui a ces produits, il nous a dit qu'en cas d'explosion, ce produit peut se répercuter. C'est-à-dire on peut perdre des gens jusqu'au niveau de Mbankomo. Mbankomo, Ezeka, Ngonmakubi et puis Pouma. Il a dit que ça peut couvrir dans les 150 à 200 km en fonction de la direction du vent. Vous voyez jusqu'à quel niveau ces gens peuvent mettre la vie des nobles citoyens en danger. Et en prenant ces mesures, nous avons également pensé à la catastrophe de Sam, que si un tel événement arrivait encore à se produire, je pense que nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Facile donc de comprendre le danger que courent les populations avec des individus manipulant sans expertise les produits inflammables tels que le gaz. Réputée pour l'organisation événementielle, la célèbre salle de fête Douala-Bercy n'est plus opérationnelle en plein cœur de Douala. Des femmes se revendiquant de la famille du bailleur ont envahi l'espace, accusant le promoteur de filouterie de loyer. Le mis en cause crie son innocence, brandissant des documents qui montrent qu'il a régulièrement payé le loyer à son bailleur. Arrivé au terme du contrat qu'il souhaitait renouveler, il y a une paume de discorde et l'attitude de ces femmes représentant la famille du bailleur ont causé de lourds préjudices aux promoteurs de cette salle de spectacle. C'est une enquête signée Warren Zede et Sédek Ding. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des femmes habillées en noir faisant un sitting devant la salle de Douala-Bercy. Elles réclament le départ de l'actuel promoteur Joseph Siewé, à qui son bailleur, M. Massoa, demande une résiliation immédiate du contrat de bail commercial qui les lie depuis bientôt 10 ans. Des réclamations que le promoteur n'entend pas de cette oreille. Donc, pour ce qui m'arrive aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que je ressens, mais je pense que c'est pas si on peut appeler ça un complot, une tentative d'expulsion par tous les moyens. Donc, je suis victime. Et le plus grave, c'est que ce fameux jour, il y avait un mariage. Vous pouvez imaginer des innocents qui n'ont rien à y voir, qui veulent se marier et qu'ils arrivent, qui trouvent des mailles de femmes habillées en noir. C'est très grave. Ils ont fait une première tentative en décembre, par les mêmes faits, exactement la même chose, et on nous a scellés. Sorti de ces scellés, on m'a dit, si tu ne payes pas les loyers, on ne peut plus ouvrir cette salle. Il m'a envoyé une sommation de 33 millions à payer. Je me suis battu comme un lion et j'ai payé mon loyer. Et on attend la justice. Ce dernier soutient qu'en plus de s'être acquitté de ses retards de loyer qui s'élevaient alors à 33 millions de francs CFA, il a également introduit une offre réelle auprès de son bailleur afin de couvrir la période du mois de janvier et obtenir un délai afin de libérer les lieux. Je tiens donc à informer l'opinion que contrairement à ce qui a été développé, M. Joseph Siewé, le promoteur de Douala-Bercy, ne doit aucun loyer à son bailleur. La deuxième information que je voulais apporter, c'est que M. Siewé n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure d'expulsion. Parce qu'en réalité, pour assister à une scène comme celle à laquelle nous assistons en ce moment, il faut qu'il y ait une décision de justice. C'est une tentative de résiliation, mais qui est totalement maladroite. Il est très mal tombé parce que ce qu'il a fait, c'est une grosse imposture. Et je peux le dire, la main sur le cœur et sur la foi de mon serment, qu'une bataille juridique âpre lui sera offerte. Contacté par Equinox Télévision, M. Massoa, bailleur du dit immeuble, n'a pas souhaité s'exprimer. Du moins, pas avant la fin de l'affaire. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire que cette affaire n'a pas encore rendu son verdict. Parlons à présent de la réforme foncière. Cela fait débat au Cameroun, malgré les annonces faites par le gouvernement pour améliorer l'accès aux titres fonciers. De nombreux acteurs du secteur dénoncent des problématiques et des difficultés liées à l'accès aux terres et à la gestion du foncier au Cameroun, notamment la société civile qui dénonce des lenteurs dans le processus d'acquisition des terres et de nombreux litiges
litige foncier qui oppose à la fois les populations riveraines d'exploitation forestière aux entreprises concernées et même l'État du Cameroun. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Semaine pour réfléchir à la question foncière au Cameroun. C'est l'objectif poursuivi par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, auquel s'est associé le Centre pour l'environnement et le développement, lequel conduit le projet LANCAM sur la réforme foncière au Cameroun. Il y a un gros défi, c'est celui de concilier la gestion foncière, en particulier au niveau local, avec l'exigence de sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale. Comment promouvoir le développement, comment assurer d'abord au quotidien, au plan local, la gestion des terres et créer les conditions de la paix pendant que se réalisent des activités économiques. Les objectifs spécifiques que nous avons, c'est de renforcer les capacités des différents acteurs. On pense qu'il est important que les capacités soient renforcées, que l'information soit partagée pour que le niveau de compréhension puisse être le même en matière de promotion de la gouvernance foncière et de promotion de la gouvernance sur les ressources naturelles d'une manière générale. Aux côtés de ces acteurs principaux, de nombreux autres, dont des membres du gouvernement, qui soulignent aussi les enjeux autour de la question foncière. La terre doit nous permettre de vivre en paix. Vous savez que les autorités administratives jouent un rôle essentiel quand il s'agit d'indemniser, quand on fait la déclaration d'utilité publique. En ce moment, les autorités administratives prennent le relais pour la mise en place de tout le processus. Pour le ministère des Domaines, la synthèse de toutes les réflexions doit nourrir les réformes envisagées. Qu'il s'agisse de ce qui permet de sauvegarder les droits et les intérêts des différentes communautés, qu'il s'agisse de communautés autochtones, des minorités, qu'il s'agisse des générations nouvelles, les jeunes, la réflexion doit permettre d'alimenter la finalisation de cet avant-projet de loi portant régime foncier et domanial. Mais la société civile s'interroge sur l'extrême lenteur du processus de réforme foncière au Cameroun. Qu'est-ce qu'est devenu la réforme foncière qui est initiée depuis 2012 ? La récente réforme date de 1974. Aujourd'hui, on est à plus de 40 ans. Et il faut aujourd'hui relire les textes et tenir compte de l'actualité, tenir compte du contexte de changement climatique, contexte de prise en compte des droits des communautés locales et autochtones qui vivent et dépendent de la forêt. Il est donc question que cette réforme puisse prendre en compte ses spécificités. À son sens, quelques priorités sont à prendre en compte. On propose que cette nouvelle réforme soit scindée en deux parties. Une réforme rurale pour les populations vivant en milieu rural où on peut mettre en place des dispositifs simples pour la reconnaissance de leur espace coutumier qui sera distingué de la réforme, on pourrait dire urbaine ou du foncier urbain où on exige des titres fonciers. De quoi souligner qu'il faut espérer que ces assises, placées sous le thème de la gestion locale du foncier, ne restent pas sans effet. Si vous résidez à Douala, vous l'avez peut-être observé, ces longues files d'attente devant les points de vente officiels des billets du match Cameroun contre la République démocratique du Congo. Sous un soleil ardent, la majorité des Camerounais a eu du mal à obtenir des tickets d'accès au stade de Japoma pour ces quarts de finale qui se jouent samedi soir. D'autres ont fait le tour des stations Total et même du parcours Vita, des navettes qui se sont avérées infructueuses. Dans la journée de mercredi, des responsables en charge de ces ventes essayaient de rassurer ces Camerounais impatients d'obtenir leur ticket d'accès au stade. Voici le reportage réalisé mercredi dans les points de vente à Douala. Un reportage est signé Gladys Sidier. Les Lions appriment au stade de Japoma, un événement que les amoureux du ballon rond veulent vivre. Ils ont assiégé ce mercredi 27 janvier les points de vente des tickets d'entrée au stade afin d'être parmi les spectateurs qui regarderont cette rencontre depuis les gradins du stade de Japoma.
À la délégation régionale des sports et de l'éducation physique pour le littoral, l'on indique que les billets d'entrée au stade pour le match Cameroun-RDC ne sont pas encore disponibles et qu'il faut prendre son mal en patience. Qu'il soit juste patient. Qu'il soit juste patient. Nous ressentons ici la ferveur. Ils veulent être là, présents, qu'on ne leur dise pas. Qu'ils puissent vivre en direct cette rencontre, qu'ils ne seront pas dessus. Les billets seront disponibles le plus tôt, c'est-à-dire au plus tard demain. Pour éviter la vente des billets au marché noir, les responsables déclarent que des mesures ont été prises en vue de la traçabilité des tickets vendus et cela passe parfois par l'identification des acheteurs. Nous avons les mesures, mais il y a aussi des mesures qui surpassent cela, c'est-à-dire que pendant que nous travaillons, ces personnes aussi de mauvaise mentalité travaillent aussi à nous surpasser. Ces mesures sont bel et bien là. Nous, à notre niveau, nous avons aussi notre dispositif. Nous nous rassurons que les billets que vous achetez, c'est juste pour votre famille. Il y a même des décharges. Il y a des décharges qui se font. On veut se rassurer que, effectivement, ces billets-ci sont pour des spectateurs qui vont aller au match. Nous avons les billets de 1500 francs Japoma et 3000 francs Japoma disponibles. Dépendant, nous avons 1000 francs et 3000 francs disponibles. Depuis le début du CHAN le 16 janvier dernier, les tickets s'arrachent comme des petits pains. Les fans de football n'hésitent pas à assiéger les stades, font savoir les responsables en charge de la billetterie dans la ville de Douala. Les retours sont plus que bons et ceci démontre à suffisance que le Cameroun est une terre de football et nous voyons arpenter nos couloirs plusieurs Doualais qui ont vraiment cette passion. Jusqu'ici, nous avons la satisfaction totale. Nous avons la satisfaction totale auprès de nos publics, de nos usagers, qui nous le témoignent d'ailleurs, parce que chacun de ces stades a une particularité. Et si vous avez été au stade de Bepanda, vous avez vu la Ola, par exemple, de ce côté-là. La fête du football se poursuit donc au Cameroun. La finale du championnat d'Afrique des Nations étant prévue le 7 février prochain. Vous l'avez suivi, cette dame en charge de la vente des billets annonçait la disponibilité des billets pour ce jeudi 28 janvier 2021. Des Camerounais ont encore campé devant les différents points de vente officiels et n'ont pas eu accès à ces tickets. Selon des témoins, les vendeurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore reçu des billets jusqu'à ce matin. D'autres ont fait savoir que le stock est épuisé. Dès lors, des Camerounais résidant à Douala se demandaient à quel moment ces billets ont été vendus. D'autres soupçonnaient des détournements des billets vers des circuits illicites où les tickets sont vendus à prix d'or. Devant une montagne d'inquiétude et un chapelet d'accusations, le directeur du tournoi du CHAN 2021 déclare que les billets du match Cameroun-République démocratique du Congo sont en rupture de stock ce jeudi. La commission billetterie du comité d'organisation locale du CHAN 2021 a géré la distribution des billets dans les points de vente officiels et les stations Total. Selon le directeur du tournoi, le processus de vente s'est terminé avec succès en un temps record. Michel Dissake Mbarga précise que la capacité du stade ne doit pas dépasser 25% selon les prescriptions de la commission médicale du CHAN, a-t-il indiqué. Et comment les supporters congolais se préparent à soutenir leur équipe face au Lyon A' samedi soir. Ils se mobilisent à travers l'achat des accessoires, des gadgets, mais également en mettant sur pied des stratégies visant à créer du divertissement au stade Japoma lors de ce match décisif, match des quarts de finale entre le Cameroun, la République démocratique du Congo, match comptant pour le CHAN édition 2021. L'ambiance au centre de supporters congolais, c'est avec Gladys Sidier. Zambe sala Congo elonga sala Yahweh Yahweh sala
Cameroun-RDC, le match des supporters se joue déjà. Dans la communauté congolaise basée à Douala, c'est la grande mobilisation. Nous les rencontrons à la rue Mermoz. Plusieurs ont fait le déplacement pour soutenir cette équipe des Léopards qui rencontre le Cameroun samedi en quart de finale du CHAN. Nous allons battre le Cameroun parce que cette coupe s'appelle RDC. Nous allons rentrer avec notre coupe parce qu'on est venu avec notre coupe. Nous sommes venus pour rentrer avec notre coupe au Congo. Nous, les Congolais, on était venus ici pour jouer et toute l'équipe, on va jouer avec le Congo. Le Congo vient jusqu'à la finale. C'est ça qui nous souhaite de tous les Congolais. Donc on va mouiller les maillots avec le Cameroun ici. On est venu avec une délégation de plus de 150 supporters. Donc ça va chauffer. La RDC est championne pour l'animation. On serait là juste pour encourager nos 11 qui seront sur le stade, sur le terrain. Mais je sais que nous avons le jeu avec nous et ça va aller. Le Cameroun va perdre, vraiment. On va gagner le Cameroun. Les supporters congolais savent compter sur leurs joueurs qui évoluent dans un championnat plutôt bien structuré et l'équipe a à son actif 2 CHAN remportés en 2009 et en 2016. Autant d'éléments qui pourront faire pencher la balance de leur côté de l'avis de ses supporters. Nous allons enterrer les Camerounais chez eux et nous allons les chicoter comme il faut. Ça c'est la chicote, nous avons la meilleure équipe de l'Afrique. Ça c'est Mazembe, Vita Club. Mais la RDC avec Mazembe, avec Vita, ce n'est pas un match impossible pour nous. Nous allons gagner. Donc l'impossible n'est pas congolais. Nous allons battre les Cameroun chez lui. Ça, c'est autorisé. En attendant samedi, c'est tout confiant que certains Congolais se ravitaillent en maillot et autres gadgets de leur équipe. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à lancer un appel à la mobilisation générale. Donc, les Congolais ici, nous sommes très mobilisation. Nous sommes même moral. Donc, et discipline ici au Cameroun. Donc, je vais appeler tous les Congolais, venez au stade. On va voir comment je vais battre le Cameroun. Samedi, on va au 2-0. Cameroun va au 2-0 au stade. Les Congolais, venez nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicoter. Chicote au Wapi. Au RDC Mboka Makasi. Mboka GT. Le roi de locomotive Afrique, Cameroun-RDC, la rencontre est à suivre samedi 30 janvier au stade de Japoma, dès 20h. Ferveur des supporters, vous suivrez la réponse des supporters des Lions Indomptables à Prime dans l'édition du journal demain vendredi. Évoquons à présent ce regard critique sur l'attitude du gouvernement après ce grave accident survenu sur la falaise de Tchang. Le gouvernement insiste sur la nécessité d'encadrer les voyages de nuit, estimant que c'est la problématique majeure à la suite de ce grave accident. D'aucuns accuse le gouvernement d'occulter d'autres causes profondes de l'accident. D'abord, les origines de ce camion transportant de l'essence dans des conditions questionnables. Ensuite, le rôle des contrôles routiers le long de l'axe Sanchu-Chang. Il y a également l'incivisme des transporteurs routiers et le manque d'éclairage sur la falaise de Chang. Je vous invite à suivre l'éditorial signé Jean-Paul Chouniat. S'attendre à cette sortie ritualiste du ministre des Transports à la suite de cet accident mortel de trop du 27 janvier courant au lieu dit La Falaise dans la Ménois. Une portion de route très accidentée et surtout accidentogène entre les villes de Sanchu et Chang. À cette hécatombe, résultant d'une collision entre un bus de transport et un camion transportant illégalement du carburant frelaté qui a massacré 53 personnes et blessé grièvement 29 autres, dans son communiqué, Jean-Ernest Massenangale Bibé accuse les propriétaires des compagnies de transport qui affectionneraient tant les voyages nocturnes, principale cause de tous les accidents de nuit. Au dire donc du Big Boss des transports au Cameroun, seul un encadrement adéquat et peut-être l'interdiction des voyages de nuit mettrait fin inéluctablement à de pareilles horreurs, comme l'on enregistre bien pourtant en pleine journée sur nos routes Douala-Yaoundé, Yaoundé-Bafoussam et Bafoussam-Douala, classé triangle de la mort.
À en croire le ministre Ngale Bibehe, toute la faute à un voyage incendiaire de nuit qui a calciné 53 compatriotes et brûlé à divers degrés 29 autres passagers qui pourtant étaient bien en surcharge dans un bus de 70 places. Un véhicule ayant bien traversé sans la moindre inquiétude une pléthore de contrôles, police, gendarmerie. Et c'est bien devant tout ce beau monde qu'est passé le bus de Ménois Voyage avec 82 passagers à bord. La préoccupation première étant la collecte des billets de banque auprès de tous ces usagers en infraction. Les responsabilités dans cet accident mortel vont plus loin, avec l'implication active d'un banal camion de transport de vivres frais ayant à son bord une jolie cargaison de produits pétroliers hautement inflammables. Et seuls les dieux de l'ingénierie automobile savent combien de sources de chaleur peuvent prendre feu à la moindre friction des pièces de deux gros porteurs, l'un grimpant péniblement la pente abrupte de Sanchou et l'autre poids lourd, dévalant en toute aisance une descente à plus de 25 degrés d'inclinaison. Et si l'on s'en tient aux premiers éléments du constat d'accident, que ce carburant frelaté provenait du Nigeria voisin, n'est-on pas en droit de s'interroger comment ce camion de la mort a pu traverser une région du nord-ouest en état d'alerte sécuritaire maximale, et même tout l'ouest, sans être contrôlé ni interpellé par une fourmilière de policiers et gendarmes, et même douaniers, saisissant régulièrement des cargaisons de cannabis et armes à feu malgré toute l'ingéniosité des trafiquants à dissimuler ces produits. Sans la moindre ambiguïté, on pourrait aisément comprendre le rôle trouble d'un gendarme et un douanier à la cabine du camion accidenté. La seule présence de ces deux agents publics n'a-t-elle pas dissuadé les différents contrôles à laisser passer des collègues censés être les premiers à lutter contre les trafics de toutes sortes sur nos routes? Et que non, l'affût des deux véreux en uniforme renseigne à suffire sur l'indélicatesse de leurs actes qui, d'une façon ou d'une autre, a participé à cet accident mortel. La collision de deux véhicules et la collusion entre deux hommes en tenue et des trafiquants de carburant frelaté ont donc endeuillé de nombreuses familles, traumatisées et paralysées à vie des Camerounais. Autre point non négligeable dans cet accident, l'état physique des conducteurs, en état d'ébriété ou alors simplement fatigués. Cela n'est pas exclu, les alcotests étant de lointains souvenirs au Cameroun. Au-delà des agissements des hommes, l'axe Sanchou-Chang répond-il encore aux normes de sécurité routière, chaussée bien matérialisée avec des panneaux de signalisation rappelant à tout chauffeur le danger permanent d'une route où dès 17h, le brouillard règne en maître, parfois jusqu'à l'apparition des premiers rayons de soleil. Que dire donc du mauvais état des véhicules, avec pourtant visite technique délivrée en bonne et due forme? La coupe est bien trop pleine. Le ministre des Transports, dans son communiqué à la limite formaliste, a-t-il vraiment mis son doigt au fond de la plaie? Pas si sûr que même les résultats attendus de l'enquête en cours calment les douleurs d'un mal très profond qui assassine des Camerounais sur nos routes au quotidien. Et si rien n'est fait pour stopper la saignée, il ne serait pas si étonnant d'écouter le même refrain du ministre Ngale Bibehe à la prochaine hécatombe, malgré le vœu pieux de son fameux slogan « Zéro mort sur nos routes ». Le ministre de l'Agriculture salue l'engagement des jeunes à la culture du cacao à Yezoum, à l'invitation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Gabriel Bayou-Robé a pu visiter le centre d'excellence de traitement post-récolte de cacao de ce bassin de production de la Haute-Sanaga. Occasion pour lui d'encourager les jeunes à persévérer, à s'investir davantage dans la production du cacao haut de gamme, dont le kilogramme s'achète déjà à plus de 1500 francs CFA. D'autres détails avec Marcelin Gransop. 3 mois après son inauguration officielle, le centre d'excellence de traitement post-récolte de cacao de Lembe-Yezoum reçoit une note de marque. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est venu toucher du doigt la valorisation de l'origine Cameroun à travers la production d'un cacao de qualité supérieure, celui qui garantit un meilleur revenu aux paysans tout en valorisant le Made in Cameroun. J'ai vu aujourd'hui des professionnels du cacao qui travaillent à longueur de journée pour améliorer la qualité du cacao à travers les cabossages, la fermentation, le séchage pour un cacao de qualité qui puisse rémunérer les acteurs. Lembe-Yezoum veut faire de sa fève de cacao une référence au Cameroun et dans le monde.
Une ambition qui repose sur l'engagement des jeunes, qui à travers le programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café affiche leur détermination à devenir de grands entrepreneurs agricoles. C'est une réponse aux vœux du chef de l'État qui demande aux jeunes d'oser, d'innover, de retourner à la terre parce que la terre ne trahit jamais et de devenir demain les vrais agro-entrepreneurs dont le Cameroun a besoin pour son émergence. On voit la qualité des fèves produites aujourd'hui. Félicitations. C'est une des plus belles fèves que j'ai croisées. Maintenant, il ne faut pas qu'on relâche la pression. L'Embeyezoum, c'est un centre qui a un potentiel très important. On a un premier conteneur donc spécifique de l'Embeyezoum qui va partir sur la France. Nous sommes chocolatiers, mais on emmène actuellement les boulangers, les pâtissiers, les restaurateurs, les traiteurs et tous ceux qui peu ou prou utilisent du cacao ou du chocolat dans leur métier. On les sensibilise sur ce cacao d'excellence du Cameroun. Vous avez le savoir-faire. Maintenant, il faut juste qu'on mette un peu d'huile dans l'engrenage. Réunis au sein de la société coopérative, les laboureurs modernes du Cameroun, les cacaoculteurs de l'Embeyezoum reçoivent du Minader qui n'est pas venu les mains vides. 72 sacs d'engrais cacao, 72 pulvérisateurs et autant d'équipements individuels de protection. De quoi booster le moral des troupes, résolument engagées sur le chemin de la production du cacao haut de gamme, tant convoité. Nous pensons que le centre de traitement post-récolte de cacao que voici permettra, d'une part, de couronner les efforts de génération en les permettant d'intégrer une nouvelle chaîne de valeur mieux rémunérée que celle existante, de juguler le phénomène endémique de coxage qui sévit dans notre localité, mais surtout de donner une bonne image de l'Embeyezoum en matière de production du cacao haut de gamme. L'occasion faisant le larron, des producteurs identifiés ont reçu le carte professionnelle des mains du Minader, qu'accompagnait le directeur général de l'ENAM, fils de la localité, et le préfet de la Haute-Sanaga. Nous avons amené le président de la Confédération des chocolatiers artisans de France qui a proposé à l'achat de produits qui va en sortir, qui répondra aux normes de 1640 francs le kilo, contre le prix de 800 francs à l'heure actuelle sur le produit qui ne répond pas aux normes. S'il y a un défi à relever, je crois que celui-là en vaut la peine. Avec 5 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao fonctionnel, près de 2000 jeunes possédant au moins 3 hectares de cacao injectés dans la filière grâce à New Generation et plus de 50 000 producteurs identifiés, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café peut se réjouir du chemin parcouru jusqu'ici dans la relance de cette filière porteuse. Ce, en dépit des contraintes de divers ordres et du contexte économique mondial difficile, exacerbé par la pandémie du Covid-19. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Drame de Tchang, le voyage de nuit sur le banc des accusés. C'est du moins ce qui ressort du communiqué du ministre des Transports, estimant que ce grave accident met en exergue la problématique des voyages de nuit qu'affectionnent certaines agences de transport interurbain et qui a nécessité d'encadrement de ce type de voyage. Pourtant, il y a de nombreuses causes profondes de ce grave accident entre le carburant transporté par une camionnette dans des conditions encore floues et questionnables et bien sûr la signalisation routière, la sécurité routière autour de la falaise de Tchang et l'état du chauffeur de ce fameux bus gros porteur surchargé au regard du nombre des victimes. Des questions sur lesquelles le gouvernement ne s'est pas beaucoup penché ces derniers temps, selon l'analyse faite par l'éditorial signé Jean-Paul Chouniat. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. Rendez-vous certainement lundi. Demain lundi, sera voilà, vendredi. nous sommes déjà jeudi, hein, ça va vite la semaine. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.